Bienvenue dans un nouvel épisode de From the Block. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Clément Techie, cofondateur de Ternoa, une blockchain d'origine française, axée autour des use cases de NFT. Clément, on a la chance de te connaître depuis quelques années maintenant. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de t'accueillir sur ce podcast. Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours, ta rencontre avec le Bitcoin et la blockchain, la genèse de Ternoa, la construction de votre écosystème et on va finir par parler de vos clients et des use cases actuels et de la vision que vous avez pour Ternoa dans les années à venir. Clément, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Bonjour Alexis, d'abord, un grand merci de m'avoir invité. Effectivement, on a la chance de se fréquenter depuis plusieurs années désormais. Donc, Clément Techie, comme tu l'as très bien dit, cofondateur de la blockchain Ternoa et CEO de Capsule Corp Labs, qui est aujourd'hui, on va dire, l'intégrateur principal de la chaîne, donc c'est-à-dire l'entité qui va essayer de développer des cas d'usage autour de notre blockchain. Et après, j'imagine que par la suite, on pourra rentrer un peu plus en détail dans Exactement. le fonctionnement d'une blockchain, l'interaction entre une blockchain et son écosystème, etc. Donc, avec plaisir pour détailler tout cela par la suite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts, typiquement les études que tu as fait? Est-ce que tu es tombé sur le sujet de la blockchain dans le cadre de tes études? Comment tout ça s'est passé? Alors, moi, à l'origine, en fait, j'ai une formation en économie et finance. Et mathématiques aussi, pas mal d'économétrie, tout ça. Je me suis toujours en fait passionné pour les questions financières, fonctionnement du système bancaire et de la monnaie en général. Donc, c'est sans doute parce que j'ai passé mon bac en 2008 et c'était l'époque où on entendait beaucoup parler de la crise financière, etc. Donc c'est vrai que c'était des concepts qui étaient quand même compliqués quand on avait 18 ans, la titrisation, etc. Donc on voulait suivre l'actualité, mais on n'avait pas, on va dire, la profondeur de connaissances pour l'appréhender totalement. Et, euh, et en fait, j'ai fait mon premier stage professionnel et je verrai par la suite que c'était une sorte de pied de nez ou paradoxe, on va dire, à la Banque de France en tant que chercheur en mathématiques financières pour modélisation de crédit. Et je lisais pas mal de papiers de recherche autour de la monnaie, son origine, comment en fait, à travers aussi une pensée libertarienne, on arrive à avoir des théories autour de la monnaie concurrente, pour une vraie concurrence des monnaies, par exemple, de Hayek. Il y avait aussi le livre de David Graeber, 3000 ans, une histoire de dette, qui était très intéressante pour comprendre le fonctionnement, l'origine des monnaies, le fonctionnement de la dette, quel était son rôle social, etc. Donc en fait, voilà, toujours ce sont des sujets qui m'ont passionné. Et en fait, forcément, quand on commence à s'intéresser un peu à des lectures libertariennes, libéral aussi d'un point de vue économie, on tombe sur le Bitcoin en 2013, mais plutôt des papiers vraiment sous l'angle économique. Et donc ça m'a interpellé en fait, parce que pour être tout à fait franc, la première fois que je lisais, je ne comprenais absolument rien. Je me disais, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire être une monnaie décentralisée. C'est quoi la différence avec une monnaie locale? Pourquoi on a besoin de décentralisation? Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond la décentralisation? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de chaînes de blocs? Donc voilà, donc c'était des sujets qui me paraissaient abstraits, donc j'ai essayé de creuser. Et de Et manière ça, petite générale, question, excuse-moi, mais tous ces papiers-là, c'était des papiers qui étaient écrits plutôt par des anglo-saxons ou ça venait un peu partout? Il y avait de la rédaction, de la littérature francophone sur le sujet aussi? les littératures francophones, pas mal sur des sites type Contrepoint. Il y avait, Ouais. je sais pas si tu connais. Voilà, c'est des presses, on va dire, libérales, audio et lecture. Donc, il y avait pas mal d'articles dès 2013 qui parlaient du Bitcoin. Et après, forcément, sur des blogs, presse anglo-saxonne, dans des articles de recherche aussi d'université. Aussi, voilà, on essayait de comprendre ce que ça voulait dire. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez ardu parce que même il y avait le white paper Bitcoin, mais finalement, lorsqu'on le lit en 2013 sans plus d'explications, si tu veux, c'est un peu comme lire un C'est par les Zarathustra de Nietzsche. C'est quasiment méditatif, quoi. C'est, Et encore Nietzsche écrit bien. Tu vois, il est plutôt littéraire comme philosophe, tu ouais, vois. il est plutôt littéraire, mais même tu vois, pour comprendre tous les messages cachés, s'imprégner du texte, voilà, c'est comme je le dis, quasiment méditatif. Et, euh, et donc, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de continuer aussi à comprendre le système de fonctionnement bancaire, etc. Et j'ai eu la chance, donc en 2016, d'intégrer, enfin 2015, d'intégrer Accuracy, qui est un cabinet de conseil en finance généraliste, avec une grande spécialisation en modélisation bancaire notamment, spécialisation
auquel j'ai participé pendant 3 ans. Et en fait, au sein de ce cabinet qui est quand même, on va dire, assez entrepreneurial, qui laisse une bonne liberté aux consultants pour prendre des initiatives, j'ai pu cofonder en 2016 la practice blockchain, qui s'appelait pas encore Web3, pas encore cryptoactif. Mais ça s'appelle déjà blockchain. Ça s'appelait déjà blockchain et on parlait beaucoup de crypto-monnaie, même si aujourd'hui le terme est devenu désuet, parce qu'on doit désormais parler de cryptoactifs. Et donc, j'ai pu cofonder cette practice et j'ai notamment pu coécrire le premier livre en français. Tout à fait, que vous trouvez ici. Voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo. Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Donc, qui était un livre où on essayait d'analyser la blockchain sous l'angle de l'analyse historique, économique. Parce qu'en fait, idem, 2016, 2017, on entendait souvent parler, dire le Bitcoin, c'est de la théorie du jeu, le Bitcoin, c'est le dilemme du prisonnier, le Bitcoin, c'est des revenus marginaux décroissants. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces notions de théorie des jeux dans le Bitcoin? Qu'est-ce que ça veut dire être un revenu marginal décroissant ou pas pour un mineur? C'est quoi le modèle microéconomique du mineur? C'est quoi la formule d'évaluation d'une monnaie, en fait, donc les formules MV égale PQ qu'on étudie, mais concrètement, est-ce qu'on peut l'appliquer au Bitcoin ou pas? Voilà. C'était un peu toutes ces questions. Et aussi, c'était le début des ICO, 2017, donc il y avait eu celle d'Ether en 2016. On voit arriver ce nouveau modèle de financement et on se dit, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de répartition de valeur entre le token et l'equity? Où se trouve la valeur? Comment on arrive à trouver des systèmes de token economics qui soient vertueux, c'est-à-dire qui puissent permettre de créer de la valeur dans le temps? Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir une nouvelle monnaie, entre guillemets, dans un écosystème d'applicatifs? Donc voilà, un petit peu toutes ces questions qui émergeaient en fait en 2016-2017 et qu'on essaye de creuser dans le livre avec toujours une volonté, et je pense qui est respectée, parce que si on le relit aujourd'hui, il reste vrai. C'est de se dire. Je l'ai relu récemment et en fait, il est toujours globalement d'actualité. Hein, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est que les concepts fondamentaux, qui sont plutôt des concepts théoriques, philosophiques, économiques, qu'on manipule, restent vrais. Après, on n'a pas voulu écrire un livre qui va commenter le cours du Bitcoin en day-to-day et qui en fait est faux la plupart du temps. Et je me souviens, quand on écrit le livre, à un moment, on approche doucement le sujet des NFT, mais très rapidement. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, et c'est là où on se rend compte aussi de toute l'évolution des technologies. C'est-à-dire que moi, à l'époque, un moment où j'entends parler des NFT, c'était les CryptoKitties. Et franchement, pareil, on comprend rien. On dit il y a des CryptoKitties, c'est génial, c'est des séries limitées, c'est un jeu. Bon, alors, le jeu, on regarde, il n'y a rien. Je dis bon, très bien. Et on se dit. C'était un peu les Tamagotchi, Tamagotchi sur la blockchain. Ouais, c'est ça, on nous vend les Tamagotchi sur la blockchain en disant c'est l'avenir. Je suis bon, très bien, faut quand même être sacrément imaginatif. et franchement, dans le livre, par exemple, on en parle, mais très rapidement. Et en fait, genre 6 ans après, c'est incroyable tout l'ampleur que ça a pu prendre, la manière dont on a réussi à beaucoup mieux conceptualiser finalement ces sujets-là. Donc c'est en ça que c'est hyper intéressant, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu mettre un premier pied dans l'écosystème. Ensuite, j'ai pu accompagner des grandes entreprises. À l'époque, c'était surtout ça, des formations sur qu'est-ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie, comment cela fonctionne. Et j'avais pu aider quelques projets français dans leur token economics notamment, puisque c'était aussi à travers Accuracy une activité sur laquelle on essayait de se spécialiser. Ensuite, j'ai quitté Accuracy. Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui ne savent pas, faire une petite parenthèse, mais qu'est-ce que c'est que les tokenomics? Parce que je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé. On en parle souvent, mais on n'en a jamais vraiment parlé dans le podcast. Donc j'en profite de t'avoir si tu as fait des formations, mais pour expliquer un peu ce que c'est. Alors, il y a la version grand public. Pour les tokens économiques, on va dire que c'est l'espèce de camembert qu'on observe pour savoir, en fait, on va émettre un token et on va dire quelle est la répartition entre les fonds de VC, la public sales, donc c'est-à-dire la partie qui va être allouée au public, la partie qui va être allouée au marketing, etc. Donc ça, mais finalement, faire un camembert, je pense que c'est relativement simple. La vraie problématique quand on parle de token économique, selon moi, ça va être quels vont être les flux, c'est-à-dire quels vont être les flux entrants qui vont permettre de créer une pression acheteuse pour le token, et quels vont être les flux sortants qui vont permettre aux personnes qui possèdent des tokens de les revendre. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces flux entrants et ces flux sortants pour garder dans le modèle économique une pression acheteuse constante. Je vais prendre un exemple très simple.
imaginons, je crée un manège dans Paris. Et je décide d'avoir ma monnaie pour le manège, donc ça c'est le token. Donc j'ai des investisseurs qui vont dire je vais te financer ton manège. Donc eux ils vont avoir un token et il faut que le token serve à quelque chose. Donc il faut qu'il y ait... Donc là le flux ça serait assez simple, ça serait mettons maintenant pour pouvoir faire un tour de manège c'est un token et le flux entrant ça va être toutes les personnes qui vont aller vouloir utiliser le manège. Et donc, eux, ils vont techniquement venir racheter le token aux personnes qui ont premier investi. Et l'idée, c'est de se dire, s'il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent faire du manège, ça va créer une pression acheteuse sur ce stock de tokens qui, en général, est fini. En fait, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de projets qui ont des supplies infinis, donc c'est-à-dire de l'inflation. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est comme en théorie monétaire. C'est-à-dire que s'il y a une pression acheteuse par rapport à un token, ce token doit s'apprécier et réciproquement. Donc, l'idée, c'est quand on va faire de la token économique, c'est essayer de modéliser comment va s'effectuer dans le projet la pression acheteuse. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport à des KPI? Donc, mettons, si demain je décide de faire le 10 heures du Web3 et que j'émets des tokens, mais on se rend compte qu'il faut 6 milliards d'utilisations pour arriver à un équilibre entre l'offre et la demande, on se dit il y a peut-être un problème. Donc voilà, donc c'est aussi ça, c'est essayer de stress tester finalement l'offre et la demande et de voir dans quelle mesure, de manière naturelle et non spéculative, parce qu'aujourd'hui, il y a des tokens qui peuvent s'envoler. Il y a des projets qui ont une valeur. Donc, moi, je vais donner un exemple sur Ether, par exemple. C'est intéressant. La valeur d'Ether, alors je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais on va dire que c'est 350 milliards. C'est à peu près ça, la valeur. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'Ether, à quoi il sert, le token Ether, c'est à payer les frais de transaction pour déployer des smart contracts, minter NFT, etc. Les gas fees. Les gas fees. Aujourd'hui, la consommation de gas fees sur Ether, c'est 1,6 million par jour en moyenne de dollars. Ce que consomme réellement le réseau, c'est-à-dire la partie non spéculative. Donc, on va faire simple, on va dire 2 millions pour simplifier les calculs, 2 millions de dollars, et on va dire que c'est 350 jours par an. Donc ça fait 700 millions de dollars qui sont consommés par an en gas fees sur Ether pour une valeur de 300 milliards. Donc si on se dit que... Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment des gros raccourcis, mais on est un peu obligé de tout simplifier. On va dire que c'est de l'ARR, les 700 millions de dollars, d'une certaine manière, pour le réseau, si on essaye de raisonner en tant que VC. Donc, et ARR, c'est Average Recurring Revenues. Voilà, c'est le revenu récurrent. Annual Recurring Revenue. Donc, pour une startup, l'ARR, en tout cas les startups du monde Web 2, c'est quand j'arrive à vendre des abonnements, combien j'en vends par an. Donc, si on devait dire que l'ARR de Ethereum, c'est 700 millions de dollars, valeur de 350 milliards. Bon, voilà. Après, c'est des multiples de valos qu'on peut discuter, mais c'est à peu près ça sur lesquels on peut rationaliser, par exemple, des valeurs entre une market cap, une consommation de tokens ou des choses comme ça. Non, c'est très clair. Merci Clément. Donc c'est ça en fait les tokenomics, c'est essayer de dire comment j'arrive à créer un token, donc finalement une sorte de currency au sein de mon écosystème qui permet de créer une valeur de manière soutenable dans le temps pour les premiers investisseurs. C'est très clair. C'est très clair. Donc, tu étais chez Accuracy, tu t'occupes de tokenomics. Exactement. Alors, avant de faire Ternois, je fais un petit stop chez Eleven, qui est un cabinet de conseil en stratégie, pour le coup, spécialisé en transformation digitale et notamment en intelligence artificielle. Puisqu'en fait, quand on fait des maths statistiques, en fait, moi, à l'époque de mon master, c'était des maths stats. Maintenant, ça s'appelle l'IA, mais c'est à peu près la même chose. Donc, j'avais pas mal... C'était intéressant parce que j'avais pu aussi compléter mes compétences en transformation digitale, bien comprendre aussi tous les modèles économiques, infrastructure as a service, software as a service, c'est quoi une transformation digitale, etc. Donc, ça m'a permis d'apprendre tout ça. Mais en fait... j'ai surtout eu la chance de rencontrer en 2020, donc 5 ans après mon début en expérience professionnelle, Mickaël Canu, donc, qui en fait, lui, a l'avantage d'avoir plus de 20 ans de web développement dans les pattes. Donc, avoir pu développer les premiers sites web. Donc, il a commencé sa carrière au Japon, où il développait les premiers sites de e-commerce pour Carrefour. Donc, voilà, on peut dire que quelqu'un qui a fait 20 ans... c'est ça. Exactement. Quelqu'un qui a fait 20 ans de web développement, qui a commencé au début des années 2000, on peut imaginer qu'il maîtrise plutôt bien tout ce qui est architecture de réseau, fonctionnement des sites web, fonctionnement on va dire de ce monde d'Internet en général. Et donc lui, en fait, depuis 2013, c'est ça, 2013, il cherchait une solution pour stocker et transmettre de la donnée sur le temps long à ses enfants.
Et donc 2013, donc c'était une époque avant le Bitcoin. C'est ça qui est. Ah non, alors juste après, mais en tout cas, on n'avait pas encore tout le développement qu'il y avait autour. Et la problématique, c'est qu'il y avait des réseaux pair à pair à l'époque. Donc, par exemple, Imul, etc., ce qu'on connaît, mais ça fonctionnait assez mal. Parce que l'idée générale, c'est de se dire que rien n'est plus résilient qu'un réseau pair à pair pour stocker et protéger de la donnée sur le temps long. Alors, peut-être un réseau pair à pair pour ceux qui connaissent pas. C'est peut-être un peu trop jargonnant, je ne sais pas. Non, mais vas-y, je t'en prie. Vas-y, c'est Super. on va dire un réseau distribué. Donc, c'est pour ceux qui ont connu l'Internet des débuts des années 2000, quand on téléchargeait des films sur Emule, c'était ça, c'était l'idée. Bah, on se connecte, chacun possède une copie du film et on se la répartit. Et finalement, ça peut croître. Ou un bout de la partie du film. Un bout de la partie du film et chacun se Petit l'échange truc. comme ça de manière décentralisée. Et en fait, c'était bien pour stocker, mais pas forcément pour transmettre. Donc, il a laissé de côté. En fait, arrive la technologie blockchain, notamment Ethereum, qui présente l'avantage par rapport à Bitcoin de permettre de faciliter le développement d'applicatifs, on va dire, on top de la chaîne, et pas seulement se concentrer sur un usage purement monétaire. Donc, c'est pour ça que je différencie énormément Bitcoin et Ethereum, par exemple, où il y en a un, c'est un Bitcoin qui a pour but d'être essentiellement une monnaie et qui s'affiche comme tel. Là où Ethereum, pour moi, n'a pas une vocation monétaire, mais simplement d'être une infrastructure de réseau qui permette de faire émerger des nouveaux cas d'usage sur le web. Unstoppable. Exactement. Et en fait, il se dit, mais en fait, avec cette technologie décentralisée, ça peut régler ma problématique. Donc, il commence à réfléchir et derrière, en fait, il me contacte, il me dit, bah, écoute, j'aimerais bien lancer ce projet Terre-Noire de stockage et de transmission de la donnée sur le temps long. Je cherche une équipe de cofondateurs. Tu as l'air à peu près compétent en token economics. Ça te dirait qu'on travaille ensemble. Donc, c'est un petit peu le rêve quand on a un profil comme moi, plutôt, on va dire, d'école de commerce / d'économiste, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a une vraie compétence technologique, qui est en capacité de mener un projet avec une vision technologique que nous, on ne peut pas avoir parce que on n'a pas de compétences pures et dures en technologie. Et donc moi je lui dis bah écoute avec grand plaisir, j'ai envie de me lancer dans l'aventure. Donc c'est un peu comme ça, j'ai envie de dire de mon côté sans réellement réfléchir au-delà de ça, puisque je connaissais depuis 1 heure et j'ai dit oui parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, que j'avais envie de faire et que j'ai eu un pressentiment, une sorte de confiance instantanée. Donc avec également l'autre associé Martin Oliviero. Qui lui a plutôt un background M&A, ce qui est plutôt intéressant aussi pour tout ce qui est structuration de bilan, etc. Bien sûr. Organisation. Et donc, on lance le projet et en fait, tout s'emballe très vite parce que, alors, à l'époque, on le lance en octobre 2020. Donc, ça paraît loin et en même temps court. Alors, loin, ça dépend, mais en tout cas, dans la blockchain, le temps est un peu rapide. Voilà, j'ai pour l'habitude que dire qu'une année vaut 3. Moi, c'est les années de chien, sinon, tu vois, on avait ça à l'époque dans les startups, dans les débuts des années 2000. Dog year. Et donc, l'idée, c'était de se dire, il n'y avait pas eu d'ICO en France depuis 2017-2018, donc la vague d'ICO. Donc ça faisait 3 ans qu'il n'y en a pas eu. Il y avait quoi ? Il y avait eu LGO Markets, et qu'est-ce qu'il y a eu comme boîte qui avait fait en 2017-2018, il y avait eu Napoléon X qui avait fait une ICO de 10 millions, il y avait eu Peculium qui avait fait une ICO aussi, il y avait, comme tu dis, Legorand, c'était ça, Legorand. Il y avait eu, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre mais pas beaucoup de françaises. Hein, pas beaucoup de françaises, mais 3-4 quand même. Ouais. Il y avait eu e-exec, notamment. Bien sûr. Écosystème, qui étaient des gros ICO qui sont toujours bien vigoureux et bien en vie. Ouais. Et donc, on relance un peu. Et donc, en octobre, on se dit on va se financer sous forme d'ICO. Et à l'époque, j'en souviens, quand j'en parlais aux experts du marché, on regardait un peu, attends, mais tu veux faire une ICO, t'es sûr ? C'est un peu bizarre, ça marche plus. Puis là, on sortait de quelques années compliquées quand même sur le marché. C'était même plus le bear market, c'était le ice bear market. C'était le frozen market. Le polar bear market. Et donc là, je dis oui, écoute, on va le faire. Alors peut-être un peu inconscient, etc. Et en fait, tu vois, au début, c'était tout bête. Hein. On a essayé de rassembler un maximum de capitaux. Et en fait, je sais pas, ça a pris. C'est au moment où le Bitcoin commençait à reprendre aussi de la vigueur. Donc, on a eu un time to market assez, on va dire, opportun, où nous, on a lancé le projet 2 mois avant la reprise du marché, le fort emballement. Et on a réussi à boucler donc notre financement sous forme de token à hauteur de 4,5 millions de dollars sur Terre-Noire. Donc ça nous a permis ensuite
de développer l'infrastructure blockchain Ternoa, de pouvoir lancer en fait les travaux finalement. Bien sûr. Et derrière, en fait, on a fondé Capsule Corp Labs 1 an et demi après, sur lequel on a fait une levée de fonds en equity de 8 millions de dollars à peu près, avec des investisseurs, donc notamment Omnes Capital, qui est aujourd'hui le plus grand fonds VC français Deep Tech, et donc qui a cru en nous, dans la technologie Ternoa en tant qu'infrastructure de réseau, etc. Donc voilà un petit peu l'aventure sur la partie financement. Et si tu veux, maintenant qu'on a parlé de la vision, je peux te donner un peu comment le produit a pu évoluer, comment on a pu se l'approprier au fur et à mesure du temps. Donc, bien sûr, parce que là, tu as parlé de la promesse initiale qui était d'avoir une solution de stockage sur le temps long. Mais ça, en fait, est-ce que vous avez déjà levé de l'argent sur cette promesse-là? Et qu'est-ce que c'est devenu, en fait, avec le temps? Alors, qu'est-ce que c'est venu avec le temps? Alors, aujourd'hui, donc effectivement, nous, c'était la promesse initiale. Aujourd'hui, elle est entièrement délivrée. Donc, Ternoa, c'est une blockchain qui permet de stocker... Et juste, excuse-moi, mais alors pourquoi c'est important, en fait, d'avoir une solution qui te permet de stocker des informations dans le temps? Parce que, alors, ça, c'est un sujet, on verra sur la partie client, mais qui, pour moi, est fondamental. C'est-à-dire que si on essaye de réfléchir aujourd'hui sur la manière dont on interagit avec le monde en tant qu'humain, c'est une interaction qui se fait de plus en plus dans le monde digital. Là, tu vois, en ce moment, on se parle, on est dans le monde digital. Et lorsqu'on va travailler, on est dans le monde digital. Lorsqu'on va jouer aux jeux vidéo, on est dans le monde digital. Quand on est sur des réseaux sociaux, on est dans un monde digital. Ce monde digital, il faut comprendre que c'est un monde dans lequel on laisse des traces. Des traces des cookies, par exemple. Des cookies, de tout. Mais également aussi d'un endroit où on stocke de plus en plus de données sur nos vies à travers des photos, des vidéos, mais également aussi, depuis l'apparition des cryptocurrencies, cryptoactifs, il y a aussi un patrimoine financier. Donc en fait, on se rend compte qu'en tant qu'humain qui laisse des traces dans ce monde, on charrie de plus en plus une sorte de quantité de données sur nous, ce qui est assez récent dans l'histoire finalement occidentale et même du monde. En fait, tout ça n'a que 20 ans, là où le monde a plusieurs milliers d'années. Et depuis 20 ans, on stocke toutes ces données et on ne sait pas quoi en faire. Et on se dit, en fait, aujourd'hui, à date, il n'y a aucune solution de stockage et de transmission de données sur le temps long. Et quand je parle de temps long, c'est 50, 60, 100, 150 ans. Et quid finalement de toutes ces traces qu'on laisse. Et grâce à la blockchain, grâce à la décentralisation, on a la possibilité d'avoir une solution qui rend pérenne dans le temps le stockage de la donnée et sa transmission grâce notamment à tous les protocoles qu'on a pu inventer sur Terre Noire. Donc pourquoi la décentralisation, c'est plus résilient? En fait, on revient au fonctionnement des réseaux pair à pair dont on parlait au début. L'idée, c'est de se dire que si une donnée est stockée par plusieurs dizaines, voire centaines de nœuds, voire milliers à terme, forcément, donc c'est-à-dire que c'est des copies de cette donnée qui sont stockées, c'est beaucoup plus dur de supprimer ce réseau parce qu'il faudrait supprimer l'entièreté des deux. Donc c'est ça qui rend la chose plus résiliente. Et derrière, c'est aussi l'invention d'un modèle économique où on va être en capacité de rémunérer les personnes qui contribuent à ce réseau à travers des systèmes de reward et à travers la token economics. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est, à mon sens, très intéressant. Ouais, versus aujourd'hui, toutes nos données qui sont sur le cloud, qui dépendent de providers privés, et on ne sait jamais si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, ces providers seront encore là, etc., etc. Donc on a toujours un risque. Et puis cette donnée peut être effacée aussi de leur serveur. Voilà. En fait, il y a plein de risques dont on ne conscientise pas. C'est que non seulement, alors les données peuvent être, alors les sociétés peuvent faire faillite. Alors j'ai envie de dire que de tous les risques, c'est le risque le plus faible. C'est-à-dire que Google, Amazon, aujourd'hui, c'est des sociétés qui ont statistiquement peu de chances de faire faillite. Finalement, limite, en tout cas, dans les 10-15 prochaines années. Dans les 10-15 prochaines années, ça paraît assez peu probable. Ça devrait bien se passer. Vu les montagnes de cash qu'ils ont pu avoir. En revanche, il y a, comme tu l'as dit, la possibilité que, par contre, un jour, surtout dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, on dise, attends, ce pays-là, toutes les données, on va les supprimer. Ça, c'est possible. Ou cette personne qui est assimilée à tel groupe, je ne sais pas quoi, on peut décider de forcer l'ouverture des données, les récupérer et bloquer l'accès à leur compte. Donc en fait, à partir du moment où on dépend d'entités centralisées, qui plus est américaines, pour gérer nos données, en fait, on est un peu pieds et poings liés à ces acteurs-là. Et donc nous,
ce qu'on se dit, c'est que il faut être en capacité de proposer des solutions où les personnes sont réellement propriétaires des données qu'on manipule et que personne, c'est-à-dire aucune autre entité, ne peut avoir accès au contenu de cette donnée avec une vraie volonté d'avoir de la data privacy, donc de la propriété privée sur ces données. Ouais, c'est vrai que dans un contexte géopolitique de plus en plus compliqué, c'est une dimension, en tout cas, sur la donnée digitale qui est de plus en plus importante. Hein. C'est ça. En plus, c'est géostratégique. Exactement. C'est même fou de se dire que dans un monde qui est de plus en plus digital, le 7e ou 8e continent, que 7e continent, on va dire, c'est les océans, 8e continent, Internet, je sais plus exactement après avec l'espace, etc. Mais en tout cas, dans ce continent-là, l'Europe et la France en particulier, on est complètement à poil. On n'a aucun. Enfin, bon, on a un peu OVH en France. Donc mais on n'a pas de grands champions. On n'a pas de grands champions et on accepte d'être complètement inféodé aux États-Unis et de se dire on dépend de leur infrastructure de réseau qui ont été sous-investies en Europe depuis les années 90 pour stocker toutes ces données qui constituent des traces digitales, comme je le disais en introduction. Donc en fait, c'est quand même aberrant de se dire ça. Et donc nous, on essaye de proposer finalement à travers Terre Noire quelque chose qui répond, on va dire, aux valeurs morales européennes, qui est le respect de la vie privée, le respect du droit de propriété, le fait de ne pas dépendre d'une société dont finalement ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi j'ai un Facebook, bon voilà, il y a des droits de vote qui appartiennent à plus de 50% à Mark Zuckerberg, donc ça veut dire quand même que on dépend d'une personne, le sort de plusieurs milliards en termes de cette condition. Ce qui est quand même antidémocratique. Et quand on parle d'antidémocratie, on parle de valeurs morales fondamentales qui ont constitué l'Occident tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est pour redonner, recoller aux valeurs morales qui sont la démocratie, le fait d'être propriétaire, d'avoir un chez-soi, de ne pas être observé dans son chez-soi numérique, qu'on a décidé de créer Terre Noire. D'accord, c'est très clair. Quelle introduction, Clément, magnifique. Et donc, le use case de base, donc si tu peux le décrire vraiment très simplement, c'est je suis un client, je sais pas, une marque, je sais pas quelle était la typologie des premiers clients que vous aviez, mais qu'est-ce qu'étaient vos premiers use cases, qu'est-ce que vous avez vendu en fait? Alors nous, donc on a fait la blockchain et derrière une fois qu'on a fait une blockchain, en fait on va dire on a une serveur, on a comme un peu AWS ou un Azure pour simplifier. Et nous, notre objectif, c'est de trouver des entreprises, des projets qui vont développer des applications sur notre infrastructure de réseau. Donc, on appelle ça des DApps, Decentralized Applications, donc applications décentralisées. Donc, nous, nos clients, ce sont soit des grandes entreprises, soit des institutionnels, soit des startups qui veulent développer des projets chez nous. Alors, nous, derrière, en fait, on se rend compte que plus on développe Terre Noire, plus on comprend on va dire de manière fine son fonctionnement, ses atouts, etc. Et notamment le fait que nous, le NFT, que les gens connaissent, qui est en fait on va dire l'objet qui permet chez nous de chiffrer la donnée, donc de la protéger. En fait, à l'origine, c'est aussi un NFT. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour d'autres cas d'usage que simplement stocker et transmettre de la donnée. Donc, c'est pour ça qu'on a pu avoir des projets qui se sont développés comme Virtual Regatta, que les gens, j'imagine, connaissent. C'est un jeu vidéo de simulation de course, donc plus grand jeu vidéo de simulation de course, qui a décidé de développer sa marketplace NFT. J'aime pour créer en fait des assets numériques. J'aime même pas forcément le mot NFT parce que je trouve que c'est un peu un mot valise. C'est un mot valise, donc moi je préfère parler d'actifs numériques in-game. Donc en fait, c'est-à-dire que les gens dans les jeux vidéo, en tout cas, ils ont l'habitude d'acheter des actifs numériques. Photo, ça va être une épée ou des choses comme ça. Dans un monde centralisé, avant cette photo, je l'achetais et en fait, elle m'appartenait pas. On revient au problème de serveurs centralisés. Donc, si demain j'achète une épée sur Fortnite, elle m'appartient pas, ce qui fait que on peut supprimer mon compte ou des choses, je peux pas le revendre, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Et grâce à ces actifs numériques, en fait, on a la possibilité d'être réellement propriétaire et donc de pouvoir ensuite les revendre, les louer, etc. Donc, en fait, on s'est rendu compte que nous, notre blockchain permettait de faire tout ça et même de le faire limite mieux que d'autres acteurs, puisqu'en fait, technologiquement, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais si on compare Terre Noire versus d'autres blockchains qui font des NFT type Tezos et Ethereum, par exemple, il est beaucoup plus simple d'un point de vue informatique de créer des projets NFT chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit d'utiliser notre SDK, donc Software Development Kit, en JavaScript et pas de développer de smart contract. Donc, c'est ça que c'est très intéressant, ce qui fait qu'on vient réduire la dette IT
C'est ça. Faites du Parce 2.5 en fait, c'est-à-dire que vous que permettez à des gens qui sont pas forcément formés sur des langages informatiques de la Web3, blockchain, voilà, Web3, de pouvoir développer exactement. sans interagir avec les nouveaux langages. Voilà. Et c'est en ça que ça intéresse souvent des grands comptes parce qu'en fait, ça réduit la dette IT. Parce que c'est vrai que quand on développe des NFT sur Ethereum, bah, en général, le chemin, ça va être de développer un smart contract, le faire auditer. Donc, ça, c'est tout de suite 70 000, 80 000 euros. Et ensuite, ça crée une dette IT. C'est-à-dire que si on veut faire évoluer le projet, on est obligé de faire évoluer le smart contract, donc rappeler l'agence avec qui on a travaillé. Et en plus, donc, ça crée de la dette IT. Plus, ça vient créer, on va dire, des frictions au niveau de l'interfaçage avec le système d'information existant. Et donc ça aussi, parfois, bah, pour un CTO historique qui a l'habitude de travailler dans un environnement de production, bah, ça peut créer parfois de l'inconfort, Bien sûr. aussi pour lancer des projets, on va dire, à l'échelle. Or, nous, le fait d'avoir eu simplifié, on va dire, ce processus de création, et encore une fois, j'ai envie de dire, on le doit à Mickaël Canu parce que il a cette force de venir du monde du Web 2, comme je dis, plus de 20 ans de web développement. Donc, il sait comment déployer des applications à l'échelle de manière rapide et efficace. Donc, il a aussi pensé l'architecture Ternois pour ça. Dès le D'où, départ. dès En le fait, ça départ. s'est pas venu, en fait, le fait de pouvoir justement avoir Alors, cette interface avec du Web 2, enfin, en tout cas, du Alors, Web pas dès le classique. départ. C'est une fois qu'on a créé l'infra, qu'on s'est posé la question de son déploiement et de son comment on fait que cette infra soit le plus accessible possible. Il s'est dit, bah, attendez, on va essayer de reprendre les outils du Web 2 traditionnel, créer un SDK en JavaScript qui vient directement s'interfacer avec la blockchain et on vient ainsi faciliter la prise en main de la chaîne. Donc, si on prend un petit peu encore une autre image pour essayer de simplifier, c'est Nintendo versus les autres consoles au début des années 2000. Où on disait Nintendo, c'est pas forcément la console la plus performante d'un point de vue carte graphique, d'un point de vue mémoire, etc. En revanche, c'est la console qui est la plus plus facile en termes de prise en main, en termes de jouabilité des jeux, puisque les manettes étaient extrêmement bien faites, étaient extrêmement responsives, des environnements 3D qui étaient très performants à l'époque. Donc en fait, il faut nous voir un petit peu comme le Nintendo de la blockchain, c'est-à-dire une blockchain qui a été pensée pour une prise en main facile et le déploiement d'applications grand public à grande échelle. Non, mais c'est très clair, parce que ça fait un peu le lien avec une question que je voulais te poser sur justement comment on fait quand on lance sa propre blockchain pour aller convaincre soit des développeurs, soit des boîtes, des institutionnels, etc., qui ont eux-mêmes leur propre IT ou externalisent leur propre IT, de rejoindre le projet Ternoa versus si tu veux, d'autres blockchains, t'en as cité deux, là, Tezos et Ethereum, mais Il y en a plein d'autres, voilà, et Solana. ça j'imagine que, en fait, si je vais découper ma question, c'est comment vous avez fait pour aller convaincre tout le monde, et notamment les développeurs, qui j'imagine sont une population assez exigeante, et après, quelle est aussi la structuration de Ternoa entre la société, tu parlais de Capsule Corp, bravo pour les amateurs de Dragon Ball, j'adore, mais entre la société qui justement travaille sur le développement de la blockchain, etc., enfin, quelles sont toutes les entités que vous avez dans votre écosystème Ternoa aujourd'hui? Alors, comme déjà, le meilleur moyen de convaincre, c'était, comme je l'ai dit, de faire toute cette architecture de facilité de prise en main. Mais derrière ça, donc, nous, on a pensé aussi, donc, il y a l'aspect technologique, et l'aspect, on va dire, organisationnel de l'entreprise. Donc, on a Ternoa qui est porté par l'entité Capsule Corp. D'accord. Ensuite, on a créé une filiale de Ternoa qui s'appelle Capsule Corp Labs, dont je suis le CEO, et qui est l'entité qui a levé les fonds auprès d'Omnes, notamment sur le fameux tour d'equity, qui est, on va dire, encore une fois, le bras armé, l'outil qui permet de l'adoption de la chaîne. Et comment on fait? Alors, il y a deux types de populations. Un, il y a la population des grands comptes. Donc ça, j'ai envie de dire que de manière assez... je me suis simplement remonté les manches. J'ai de la chance, c'est que j'ai fait plus de 6 ans de conseil en finance et stratégie, donc dans des très grands cabinets, donc avec cette, on va dire, habitus d'aller communiquer avec des COMEX, des C-level de groupes de CAC 40. Donc, ça demande toujours, on va dire, une certaine manière de fonctionner en termes de faire du business. Et donc, en fait, je suis venu avec les codes du conseil en stratégie dans le monde du Web3 pour aller proposer du conseil en stratégie, transformation digitale Web3. Donc, j'essaye de faire un peu un pont entre les deux. Donc, ça, c'est une manière d'aller, on va dire, créer une relation de confiance avec une grande entreprise, lui montrer qu'on peut trouver des cas d'usage innovants, toujours aussi en essayant de lutter contre
ah bon, on va faire plein d'argent en faisant de la spéculation et en faisant des NFT. Et après, derrière, c'est un incendie et c'est pas grave si on a brûlé Advienne toute que la terre. pourra. Ouais, c'est politique de la terre brûlée. Non, nous, c'est Ouais. un discours d'assurance, de réassurance sur bah non, on fait pas des objets spéculatifs. On parle de NFT utilitaires, on parle d'actifs numériques, on parle de tokenisation, on parle de tendance long terme, d'infrastructure réseau de demain, de propriété digitale. Donc voilà. Donc nous, on a une approche finalement qui vient un petit peu de être orthogonale à toute cette spéculation folle qu'il peut y avoir parfois dans le Web3. Donc discours de réassurance, savoir-faire en conseil en stratégie avec des vraies méthodes issues du monde traditionnel et une vraie expertise Web3 puisque bah, aujourd'hui, on est la plus grande blockchain française. Donc a priori, quand on parle et on est dans les 3 ICO les plus réussis au cours des 6 dernières années. Il y en a eu 30. Donc, on est dans le top 10 top 10% des projets français, top 5% des projets mondiaux, puisqu'on est top 600 sur CoinMarketCap. Donc, voilà, on dit, bah, vous parlez à quelqu'un qui, non seulement sait faire du conseil, mais en plus a fait pour lui-même une ICO, a fait du community building, puisqu'on a une communauté de plus de 200 000 personnes, et a réussi, en fait, à lever des fonds. Donc, il sait à peu près de quoi il parle. Donc, c'est grâce à cette approche qu'on arrive à convaincre des grands comptes de ensuite travailler avec nous pour le déploiement sur Terre Noire en leur expliquant les atouts. Et après, bah, tu connais, hein, c'est du snowball effect. C'est-à-dire qu'une fois que tu as 2-3 grands noms qui te font confiance, ça rassure les autres. Et c'est vrai que pour ça, je dois notamment remercier les notaires de France qui nous ont fait tout de suite confiance, notamment à travers l'engagement sans faille de Gwendal Texier, avec qui je travaille depuis plus de 3 ans pour le développement d'une application, mais on pourra en parler un peu plus par la suite. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui fait que, au-delà des aspects bah, purement facilité de prise en main, pas de data IT, et parfois un argument qui fonctionne aussi, souveraineté numérique, même si je dois l'avouer que On en parlait au début, ouais, bien sûr. c'est pas forcément celui qui fait le plus mouche, parce que j'ai pas envie d'être choisi parce que je suis français, mais simplement parce que je suis au moins aussi bon que les autres. Donc c'est ça. Et après, il y a l'aspect startup, donc c'est-à-dire accompagner des startups à venir construire sur notre écosystème. Et donc là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est essentiellement sur de l'intuitu personnel qu'on y arrive. Bah, c'est-à-dire parce que on s'entend bien avec le fondateur, parce que bah il sent qu'il y a une relation de confiance et à la fin c'est du business. Donc c'est-à-dire que bah voilà, c'est la relation de confiance, c'est du travail long terme, c'est lui expliquer en quoi c'est intéressant de travailler avec nous. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui on a déjà une cinquantaine d'applications qui construisent chez nous et c'est quelque chose dont on est extrêmement fier, puisqu'en 3 ans, on a été en capacité de délivrer bah, une blockchain, un écosystème avec une cinquantaine de dApps et des grands comptes, un Venture Studio également. Voilà. Donc, on a vraiment. J'ai envie de dire que le secret, c'est juste de ne pas s'arrêter de travailler, quoi, et 7-7 sans prendre de vacances. Magnifique, mais tu as l'air très en forme pour quelqu'un qui prend pas beaucoup de vacances. Mais et juste, enfin, ça m'amène plein de questions. Ce que tu me racontes, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand même d'être français finalement dans ce milieu de la blockchain où finalement tout est global by design dès le départ, parce qu'on est sur, il n'y a pas vraiment, on va dire, de serveurs qui sont dans un pays donné. Alors peut-être que vous avez plus de nœuds chez vous en France qu'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire être français dans la blockchain? Alors, pour moi, être français dans la blockchain, c'est pas si différent que qu'est-ce que c'est être une entreprise française. Bah déjà, c'est avoir son siège social en France. Donc nous, Ternoa, qui est encore une fois, Ternoa, c'est le nom commercial, le nom juridique, c'est Capsule Corp. C'est une entreprise enregistrée en France. Ce qui fait, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment l'ICO, bah, en fait, on paye de la TVA sur la vente de tokens. D'accord. Voilà, c'est avoir un compte de résultat avec de l'impôt sur les sociétés qui participent au financement de l'État-providence. Donc en fait, être français, c'est avant tout payer ses impôts en France. Ensuite, être français, c'est avoir la nationalité des fondateurs qui sont français. Alors après, bon, on peut avoir d'autres, c'est pas quelque chose, mais c'est sûr que si on a que des cofondateurs, aucun fondateur qui est français, c'est déjà plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, 100% des cofondateurs sont français. Deuxième point. Et troisième point, avoir un capital qui appartient encore aujourd'hui à plus de 90% à des Français. Donc, c'est-à-dire où est situé le capital. Et donc, même quand je dis que Omnes est investisseur chez nous, Omnes, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement dont les GPs et les LSP sont essentiellement le crédit agricole, c'est-à-dire l'épargne des Français. Donc, c'est aussi savoir d'où vient l'argent. Est-ce que cet argent, il est fléché au bon endroit? Donc, pour moi, c'est ça être français. C'est être basé en France, fondateur français et avoir un capital à majorité français.
Et du coup, les clients que vous avez sont aussi, j'imagine, ou même les développeurs qui développent des applications décentralisées, des dApps, sont aussi principalement français aujourd'hui Bah non, ou ça justement, commence à s'internationaliser? alors non, justement, alors j'ai l'habitude de dire, il nous faut des racines et des ailes. Donc des racines, c'est ce que je viens de dire, et des ailes, c'est s'internationaliser, parce qu'on peut pas devenir simplement, on peut pas être que sur le marché français. Quoique, hein, j'ai envie de dire, déjà, si on arrive à signer tout le CAC 40, ça nous laisse quand même 3, 5, 6 ans de chiffre d'affaires assez intéressant devant nous. Donc c'est pas non plus, il y a quand même une profondeur de marché. Mais Oui, il au-delà y a de de quoi ça, faire. Ouais. en fait, non, tout de suite, très tôt, on a pensé à l'internationalisation. Donc Michael Canu, fondateur, est parti s'installer à Dubaï très tôt dans la vie du projet, puisque aujourd'hui, ça reste le hub international de la crypto où se rencontrent des fonds de venture capital, des entrepreneurs de l'écosystème et des key opinion leaders qui permettent de faire émerger cet écosystème extrêmement dynamique. Donc, ça nous a permis notamment de rencontrer d'autres investisseurs, des key opinion leaders et surtout, donc Michael, comme je l'ai dit, a commencé sa carrière au Japon. Et nous, un des gros axes de développement au cours des derniers mois, ça a été de lancer le marché japonais. Donc c'est pour ça qu'on a pu travailler avec des key opinion leaders qui ont pu nous permettre de nous présenter à travers des podcasts comme on le fait aujourd'hui, des sessions de Ask Me Anything, etc., qui nous ont permis de fédérer une communauté de Japonais, d'investisseurs également qui nous suivent le projet et qui permettent de continuer à vivre. On a très récemment notamment signé avec Werewolf, donc le jeu de loup-garou que tout le monde connaît, pour développer un jeu vidéo Werewolf sur Terre Noire qui est là en train d'être lancé sur Twitter, etc. Donc non, on ne veut pas rester coco français, bien au contraire, on veut s'internationaliser, on veut capter des nouveaux marchés. Donc aujourd'hui, le focus est essentiellement Asie, Middle East, Europe, avec aussi un rapprochement avec l'écosystème Polkadot qui sont très présents en Europe. Donc voilà, donc il y a vraiment une volonté d'internationalisation, mais comme je le disais, des racines et des ailes. Et donc, tu parlais de Polkadot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ternoa, c'est une chaîne qui est autour de cet écosystème-là ou c'est vraiment 100% votre techno? Alors exactement, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais donc Polkadot, aujourd'hui, c'est un layer, ce qu'on appelle un layer 0, donc c'est-à-dire une blockchain de blockchain, entre guillemets. Et donc nous, on a construit Ternoa à partir du framework de développement Substrate, qui permet d'une certaine manière de montrer des blockchains en kit. Donc c'est-à-dire que voilà, on est repris on est reparti de ça pour pouvoir construire notre blockchain, notamment les protocoles de consensus, etc. Donc aujourd'hui, même si on est une solo chaîne, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement intégré à l'écosystème Polkadot en tant que parachaîne, on reste faisant partie de l'écosystème Polkadot. On a même des relations très proches avec donc Parity et toutes les équipes de business développement pour pouvoir favoriser l'émergence d'un écosystème Polkadot. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec Polkadot, c'est que c'est aussi un projet européen. Donc, c'est intéressant. Ils sont basés en Allemagne. Donc, il y a aussi cette notion d'européanisation du projet, quoi. Et donc, ce qui fait qu'après, vous allez être normalement aussi compatible avec plein d'autres chaînes, c'est ça? Exactement. Il y a cette notion d'interopérabilité qui est très forte au sein de l'écosystème Polkadot. Donc, voilà, ça fait partie des nombreux chantiers qu'on a en cours de développement. Et ce qui joue aussi pour la pérennité, j'imagine, aussi de Ternoa, de se dire la technologie se développe, dit, mais elle est compatible avec d'autres langages. On est compatible avec d'autres langages et surtout, on dépend d'une infrastructure qui est encore bien plus grosse que la nôtre, puisque Polkadot, on parle d'une blockchain qui est top 15 mondiale et qui pèse plusieurs milliards de dollars. Absolument. Et donc, si on revient un petit peu sur les use cases aujourd'hui, donc quels sont les use cases actuels et quel est selon toi les pistes de développement aussi de Ternoa pour les mois, années qui viennent et la vision de tout ça? Alors les use cases actuels, donc on va essayer de les classer parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, nous on a une infrastructure de réseau, donc on peut faire plein de choses chez nous. Donc on va dire qu'il y a tout ce qui est le use case originel, stockage et transmission de la donnée. Donc là, il y a une application qui est aujourd'hui live qui s'appelle Time Guardian, que je vous invite à télécharger, à tester, dans lequel vous pouvez avoir accès à un coffre-fort numérique où vous pouvez stocker un petit peu toutes les données de manière, comme j'expliquais, full data privacy et entièrement sécurisée. Il y a l'application Hereditas qui est en cours de développement, qui est, on va dire, un copycat de Time Guardian, mais qui serait distribué par les notaires avec la subtilité, c'est que la donnée serait transférée à un notaire au moment du décès. C'est lui qui l'ouvrirait, qui prendrait la donnée pour ensuite la transférer aux descendants. Donc, ça apporte, on va dire, un intermédiaire en plus.
Donc, c'est ça qui est d'intéressant, c'est que certaines personnes préfèrent avoir directement une transmission directe, d'autres passer par un notaire. C'est après libre à chacun de choisir la solution qui l'arrange. Et voilà, donc ça, c'est un projet qui avance très fort. On attend encore quelques validations du Conseil supérieur national des notaires pour vraiment aller s'interfacer avec toutes leurs API. Mais c'est en bonne marche, même si puisque ça fait déjà plus de 3 ans qu'on porte le projet. Ensuite, il y a tout l'aspect, on va dire, jeux vidéo gaming, qui est une tendance très forte dans les NFT. Donc là, comme je le disais, on travaille à la fois avec des grands comptes type Virtual Regatta. On a également fait des expérimentations avec Tap Nation, qui est un autre grand éditeur de jeux vidéo. Et on travaille également avec des startups type Mafia Foot. Donc là, qui est une startup qui développe un projet, on va dire, indépendamment de nous. Donc, si ce n'est qu'on a des relations, comme je disais, basées sur l'Institut Personae. On a Orbs War, qui est un autre jeu vidéo. Donc là, Mafia Foot, l'idée, c'est de faire un peu une sorte de football manager, un mix entre un tycoon et un football manager avec des mécanismes de NFT. Et ensuite, Orbs War, c'est plutôt le jeu Worms. Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le petit jeu en 2D, donc reprend Worms, mais avec des mécanismes où tu vas avoir ton NFT, tu vas pouvoir featurer ton personnage, avoir des avantages, etc. Donc, projet très ambitieux également. Ensuite, on a des projets autour de la tokenisation, donc des RWA, Real World Asset, tokenisation, titrisation. Donc là, on peut aller prendre des actifs, que ce soit par exemple un appartement ou un pied de vigne qu'on vient tokeniser pour ensuite rendre liquide des objets qui n'étaient pas forcément et apporter un second souffle sur ces marchés-là. Donc, un mix entre titrisation et tokenisation. Donc, ça, c'est des projets qu'on développe également. Et également des projets qui fonctionnent très bien en ce moment, c'est tout ce qui est autour des parcours RH, des ressources humaines. Donc, c'est de se dire comment, finalement, on peut, à travers les NFT, créer un petit peu des badges collaborateurs dans lesquels toutes les formations qui puissent être enregistrées, pour ensuite être utilisé dans les évals, avoir une portabilité finalement de cette donnée pour lorsqu'on change d'entreprise ou des choses comme ça. Donc, tout ça sont des cas d'usage qu'on développe. On a également des trucs hyper intéressants pour venir à la tokenisation sur des objets d'art aussi. Ça fonctionne bien. Ouais. Donc, on peut faire le lancement de art fund ou des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, on a vraiment, on va dire, une diversité de projets qui est assez forte, que ce soit dans les jeux vidéo, le stockage de la donnée, la traçabilité aussi. On travaillait beaucoup avec Maison Kaiser, donc la boulangerie, pour stocker dans un NFT toutes les étapes de fabrication d'une salade et offrir la meilleure traçabilité possible sur la vente de tokens. Bien sûr, c'est important dans un monde qui est de plus en plus ESG, ou en tout cas cette dimension-là de traçabilité, etc., est de plus en plus importante. C'est vrai que la blockchain aujourd'hui est une excellente réponse, en tout cas pour répondre à ce sujet-là. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes chez Ternoa ? Alors, moi, je préfère raisonner en tant que groupe, parce qu'il y a Ternoa, Capsule Corp Labs, plusieurs startups, etc. Donc, dans notre écosystème qui travaille directement sur le PNL du groupe, on va dire, on a une trentaine. Et alors, si tu peux juste, parce qu'il y a un sujet que je trouve absolument génial, c'est que vous n'avez pas de bureau, vous n'avez jamais eu de bureau. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, juste on monte une boîte sans bureau? Moi, je trouve ça absolument génial. Je rencontre pas tous les jours des boîtes où il n'y a pas de bureau dès le départ. Si tu peux nous raconter un peu la genèse de ça, c'est super. Alors déjà, juste avant, d'un point de vue financier, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut savoir qu'un poste à Paris, c'est à peu près 1 200 € en moyenne par mois, par personne. On a calculé, on a économisé 1,5 million en 3 ans, entre 1,5 million et 2 millions de loyers sur une levée de fonds. Et nous, on a rassemblé 15 millions de capitaux en 3 ans. Donc en fait, c'est énorme. 1,5 million sur 15 millions, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est beaucoup de cash, 1,5 million pour une startup, d'économiser juste en télétravail. Donc déjà, il y a quand même un enjeu économique, mais surtout, il y a un enjeu bien-être, je trouve, qui est très important. Puisqu'en fait, d'une part, ça permet d'avoir une organisation décentralisée, donc d'avoir des ressources qui sont basées partout en France, en province, mais aussi à l'international. Donc, c'est-à-dire que nous, l'essentiel de notre partie technologique, donc vraiment développeur, est basé en Inde, notamment, parce que c'est là où sont les meilleurs éléments. Et finalement, se dire, marginalement, l'avantage quand on est entièrement en télétravail, c'est que l'intégration d'une unité de production supplémentaire, elle n'a aucun impact sur l'organisation.
parce que et donc c'est ça donc ce qui nous permet nous de pouvoir avoir des profils internationaux ou des profils français de manière, on va dire, interchangeable. Donc ça c'est hyper intéressant. Et donc ça c'est côté de l'entreprise, en quoi je trouve que c'est hyper stimulant. Côté management, ça nous oblige à être dans un fonctionnement basé sur la confiance, basé sur la responsabilité de chacun. Et moi, en tant que libertarien, donner de l'autonomie aux personnes, c'est quelque chose qui est complètement en adéquation avec mes valeurs morales. Et enfin, pour les personnes, c'est de se dire, il y a aussi de l'arbitrage d'immobilier, c'est-à-dire qu'à salaire équivalent, je peux habiter en province, je peux habiter dans des endroits qui sont moins chers. Bien Donc, sûr. pour les juniors ou des salaires parfois débutants, ça peut être aussi une vraie opportunité de gain de pouvoir d'achat, mais pas que pour les juniors, pour aussi, je sais par exemple que notre directrice financière, euh, bah, elle a, elle a des enfants, donc ça lui permet aussi de se dire, j'habite en province dans une maison. Elle nous a demandé dans son emploi du temps de ne pas trop être dérangée entre 16h30 et 18h parce que c'est le moment où elle va chercher ses enfants, s'en occupe, etc. Donc ça permet d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Je sais qu'aussi qu'on a des développeurs qui habitent à Biarritz et qui aiment bien aller profiter de la pause déj pour aller faire un petit coup de surf pendant 1h30. Et c'est vrai que ça vide complètement le cerveau et derrière, on est beaucoup plus efficace pour travailler. Donc, cette organisation full télétravail, je trouve qu'elle donne beaucoup plus d'autonomie aux personnes, apporte beaucoup plus de bonheur, même si c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des personnes, il y a des profils qui n'aiment moins. Alors, pour caricaturer, c'est vrai qu'on a remarqué que les personnes, enfin, les hommes célibataires entre 27 et 35 ans à Paris, ils aiment pas trop le télétravail parce que, en général, ils veulent plutôt le travail, c'est aussi un lieu de sociabilité. Bien sûr. Donc c'est sûr qu'on habite 35-40 mètres carrés, qu'on reste toute la journée derrière un ordi, qu'on parle à personne, c'est pas forcément. Ça peut rendre un peu fou. Ouais. Ça peut rendre un peu fou, mais voilà, moi j'ai de la chance d'avoir par exemple une petite fille et le fait d'être à la maison par rapport à une vie de cadre parisien standard, où on part à 8h30 de chez soi et qu'on revient à 20h30 et que concrètement on n'a jamais vu ses enfants de la journée, le fait d'être à la maison, de pouvoir profiter des différentes interstices entre deux calls pour pouvoir passer du temps avec elle, de pouvoir être là pour rassurer si besoin, etc. Je trouve que ça apporte un vrai confort mental également. Ouais, j'imagine. J'imagine. Non, c'est assez incroyable. Et tu penses que ce modèle-là est scalable à l'infini ou ça C'est ce marche que je justement pour des dis. structures tu vois, des petites structures? Alors, je pense que c'est. Nous, on peut se scaler, je pense, de manière assez importante. Ce que je disais, hein, l'intégration d'une unité de production supplémentaire, elle a un coût marginal nul, en fait. Parce Ouais. que il suffit de se brancher au GitHub. Mais Il comme tu suffit dis, de il se n'y a pas que le coût, en fait. Il n'y a pas que le coût. C'est à un moment donné, c'est Et aussi. Quand tu l'organisation. commences à avoir des boîtes de 500, 1000 personnes, 1500 personnes, Moi, tu vois, c'est. je pense que ça reste possible, en tout cas dans la tech, quoi. C'est-à-dire que dans des boîtes Ouais, qui sont entièrement c'est vrai. digitalisées. Après, c'est vrai que les gens nous demandent de temps en temps, voilà, c'est aussi à nous de faire des efforts de communication, de transparence. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est fonctionnel pour des grandes entreprises, des grandes organisations. Quand, en fait, je pense que le plus dur, c'est de partir d'une organisation où les gens étaient pas en télétravail et de se transformer. Mais quand nativement, la culture d'entreprise, c'est le télétravail, c'est plus simple parce que déjà, les gens, quand ils viennent, ils savent pourquoi ils viennent. Et pas de surprise, c'est 100% télétravail. Deuxièmement, nous, en tant que manager, depuis toujours, on s'est construit dans ce contexte-là. Donc, on sait faire, on a appris des méthodes de management différenciantes, des outils de travail différenciants, des best practices aussi. Donc, voilà, donc c'est aussi un apprentissage réciproque. Et en tout cas, moi, je pense qu'on est largement en capacité de scaler à plusieurs centaines de personnes, s'il le faut, en full remote. Ouais, c'est formidable. Bravo en tout cas d'avoir lancé cette initiative. Juste dernière question. J'ai vu récemment que vous avez signé un partenariat avec Exaion. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On est très fiers de ce partenariat, puisqu'en fait, Exaion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la filiale d'EDF qui est spécialisée dans l'exploitation de nœuds blockchain, donc Bitcoin, Ethereum notamment, en ayant Il une faut pas de promesse. Bitcoin, hein. Il faut pas de Bitcoin. Ah oui, non, pas de Bitcoin. Non, Il faut pas de oui, non, Bitcoin. ouais, c'est vrai, tu as raison, ils font pas de Bitcoin, mais ils font Tezos, ils font Ethereum, parce qu'il y a un angle RSE qui est très fort, qui est de se dire on va fournir de l'énergie verte pour pouvoir sécuriser des blockchains. Et donc nous, on est très heureux parce qu'en fait, ils viennent opérer des nœuds et sécuriser le réseau ternois avec un acteur institutionnel comme Exaion, donc ce qui participe également à notre institutionnalisation.
Absolument. Allez, avant la fin, parce que l'heure tourne. Ouais, Est-ce que tu ça fait aurais déjà 1 heure. Désolé, je suis bavard. Non, mais tu rigoles. Mais non, pour finir, pour tous nous, alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le remets. Hein, ce super livre qui est toujours vraiment très d'actualité. Mais est-ce que t'as parlé d'un site que tu lisais au début, mais est-ce que tu aurais d'autres lectures, blogs, etc. à recommander peut-être à nos auditeurs qui veulent en savoir un peu plus sur justement la blockchain, les NFT, etc. Alors moi, c'est vrai que je prends beaucoup d'informations sur Twitter, pour être franc, où en fait, le but, c'est de suivre les entrepreneurs de type Vitalik, etc., qui peuvent mettre des liens vers leur propre blog, etc. Donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est principalement Twitter et en suivant quelques chefs d'entreprise clés du secteur ou les médiums de ces chefs d'entreprise qu'on a une très bonne partie de l'information. Ok. Écoute, c'est très clair. Clément, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on se refera un épisode dans quelques temps, en plein bull run, je l'espère, 2024-2025, pour voir un peu où vous en êtes aussi de votre développement. Et je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci Alexis. Très bonne fin de journée. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.